Salut YouTube, on est parti ensemble pour cette section de Monster Hunter World. Le jeu est sorti hier, on commence ce matin ensemble. L'idée c'est je vais vous faire un épisode, une chasse. Là dans cet épisode numéro 1 nous allons avoir la création du personnage et la présentation de l'environnement de base. Je n'ai pas fait le jeu sur PlayStation 4, j'ai juste fait la démo bêta à l'époque. Donc le jeu a bien évolué depuis. Je pense qu'on va faire le tutoriel ensemble et puis on passera à l'épisode suivant. Hop. Alors du coup, bah là on va avoir toute la séquence de l'histoire, genre de choses là. Je vous laisse profiter de ça. Je vais pas trop parler, c'est un peu long à mon goût, mais si vous voulez connaître l'histoire, je vous laisse lire. Donc l'idée en gros, on est un groupe de chasseurs qui vient d'une autre île. On est sur notre transporteur et il va nous arriver quelque chose. Allez, du coup, homme ou femme, maintenant on va partir sur un homme. Qu'est-ce qui change entre un homme et une femme? Donc les équipements d'armure, anciennement, changeaient. Vous allez avoir des styles plutôt verticaux pour des hommes et des styles plutôt horizontaux pour les femmes. Honnêtement, sur certains monstres, c'est plus joli sur des hommes, d'autres plus joli sur des femmes. De manière générale, c'est plus joli sur des femmes. Après, chacun ses goûts. Nous, on va partir sur un homme, tout simplement. La personnalisation, bah, je m'en fous. Donc on va le garder de base. Pourquoi je m'en fous? Parce que votre personnage est équipé et du coup ça change pas grand chose, hein. Le nom, bah tac, moi je suis pas très RP de toute façon. Hop, on est parti. Donc dans cette version vous êtes équipé pareil d'un coéquipier. Vous avez en pote un chat, un pélico, qui du coup bah, vous accompagne aussi dans votre aventure. Ça n'existait pas au début, ça a été rajouté après. Vous aviez un chat, puis dans certaines versions deux chats. Donc les chats sont des combattants comme vous, avec des capacités uniques liées à leur race. Et dans celui-là, ce que j'ai cru comprendre, vous pouvez les faire progresser. Ils gagnent des capacités au fur et à mesure avec un système d'expérience. L'expérience n'existait pas dans Monster Hunter, donc j'espère qu'ils n'ont pas trop poussé le système. En gros, l'idée dans Monster Hunter, c'est un peu sur l'expérience, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire que plus vous maîtrisez votre équipement, plus vous maîtrisez votre environnement, plus vous êtes fort comparé à quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Voilà, c'est ça. Alors là, maintenant, il y a un système d'expérience lié au chat, donc j'espère que ça sera que pour eux, pas pour nous. Normalement, il ne doit pas y en avoir pour nous non plus. Donc l'histoire, le but en gros, c'est que vous avez, ce que j'ai compris, le nouveau monde, des monstres géants qui partent de l'ancien monde vers le nouveau monde. Pourquoi on ne sait pas pourquoi. Et nous, on est la nouvelle équipe pour venir renforcer les défenses de l'île. Donc là, il parle de classe A. Donc en gros, l'idée, c'est que normalement, vous avez des classes. C'est-à-dire que plus vous avez une classe basse, un peu comme les marques, euh, vous partez des lettres C, B, des machins. Euh, Plus vous avez accès à des missions dangereuses, des monstres dangereux, des équipements supérieurs et des récompenses supérieures. En gros, c'est votre progression dans le jeu, quoi. L'idée, c'est une fois que vous avez fini le jeu, techniquement, vous êtes au rang S. Et le but, c'est de dépasser le rang S pour passer sur ce qu'on appelle les rangs supérieurs, les G rank ou les high rank,
qui sont en fait des New Game Plus. Vous recommencez le jeu avec votre équipement, mais les monstres sont plus forts, plus nombreux, ont plus de points de vie, ont des nouvelles capacités, des nouveaux movesets. Personnellement, moi j'ai beaucoup joué à Monster Hunter, du coup c'est à ce moment-là du jeu que je prends le plus de plaisir à jouer, c'est-à-dire quand vous arrivez sur des... Quand vous commencez une chasse et que vous avez 2 ou 3 grands monstres en même temps qui ont tout leur panel de compétences, les charges, les explosions, les lance-flammes, toutes ces choses-là en même temps, voilà, vous arrivez vraiment c'est votre gestion en fait de votre personnage et de votre environnement qui apporte voilà, le plus de plaisir. Et vous n'êtes pas tout simplement sur une version où oui, il y a plus de monstres, quoi. Mais pour ça, il faut finir le jeu une première fois. Je ne sais pas si les high rank et G-rank sont intégrés dans cette version-là, à savoir que sur certaines versions on l'avait, sur d'autres pas. J'espère qu'on pourra l'avoir, sinon c'est pas grave, on se contentera du jeu de base. Donc là, on a pu voir dans la scène cinématique qu'on s'est fait percuter par un monstre de type colossal. Donc c'est des monstres gigantesques sur lesquels on peut marcher en gros. Il y en a très peu, mais voilà, en gros c'est des gros monstres. Donc vous pouvez voir là-bas, il y a la queue, on a toutes l'épine dorsale et la tête qui est par là-bas. Notre bateau est bloqué dedans. Personnellement, c'est pas les combats de monstres les plus intéressants parce que vous êtes obligé d'utiliser de l'équipement. Donc généralement vous avez des canons, des grappins, des véhicules pour les attaquer, mais l'équipement qui vous octroie est assez conséquent. Donc là notre bateau est bloqué, elle nous demande qu'est-ce qu'on peut faire. On peut pas faire grand chose, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Le bateau a quand même de la gueule, vous voyez, il y a une longue épine dorsale d'un monstre, 2 grosses cornes, donc j'imagine qu'on va pouvoir s'en servir plus tard pour des combats. Généralement, ces longues cornes peuvent être tirées sur des monstres et tout, c'est plutôt stylé. Mais nous, on s'est fait percuter de plein fouet. Donc, je sais pas combien on était dans le bateau, mais pour le moment, on est que 2. Est-ce que les autres ont pu s'échapper ou ils sont en train de crever? Bonne question. Après, par chance, le bateau va retomber dans l'eau, je crois. On dirait. Donc, on aurait mieux fait de rester dedans. Donc là, on va essayer de s'échapper de l'île monstre. C'est pas vraiment une île, mais... Donc, super intéressant, vous voyez l'environnement qui est évolutif dans celui-là. On voit des rochers qui tombent, des choses comme ça. Généralement, dans les anciens Monster Hunter, c'était plutôt les monstres qui vous faisaient que l'environnement changeait, mais pas l'environnement en soi, quoi. Vous aviez un monstre qui va rouler, détruire des éléments, mais là, on voit que la nouvelle génération, le moteur offre une possibilité d'immersion dans le jeu qui est plus importante. Oula, putain, je me suis fait charcler. Allez, on court. Donc là, vous pouvez voir la taille gigantesque du monstre. On voit sa tête à gauche là. Donc vous imaginez bien que, vu notre taille, même si on avait une épée ou quoi que ce soit, si on tape dessus, c'est comme quand un moustique vous pique, quoi. Vous risquez pas de mourir, quoi. Donc là, on court sur l'épine dorsale du monstre et on saute de sa tête. Donc là, maintenant, on a un système de grappin, j'ai cru comprendre. C'est une mécanique récente. Il me semble que dans l'avant-dernier ou le dernier Monster Hunter, vous aviez cette mécanique-là, mais que sur... juste pour vous balader, il me semble, de plateforme en plateforme. Mais là, dans celui-là, je crois que c'est un peu plus poussé, notamment pour pouvoir vous fixer, comme on peut le voir, à certains monstres volants. Là, vous pouvez voir le gigantisme du monstre. Donc, faut pas avoir peur quand on part à la chasse. Donc le nouveau monde, ce qui nous laisse penser que sur les autres Monster Hunter, on était sur l'ancien monde. Donc techniquement, les environnements qu'on va affronter doivent être des environnements nouveaux. D'où l'idée d'avoir aussi des monstres nouveaux. Pour l'histoire, c'est plus intéressant, alors que les anciens, on ne savait pas trop où on était, ainsi de suite. Un peu à l'instar d'un Pokémon, où vous avez des nouvelles ligues, des choses comme ça. Donc là, on a fini les phases de déplacement. Quoi, moi j'espère. Vivement qu'on ait de l'équipement, qu'on puisse commencer à faire quelque chose.
On a du flow quand même, hein. Alors là, on a le camp. Donc le camp, en gros, c'est le bivouac. Quand vous commencez, anciennement, quand vous commenciez une mission, à part sur les rangs élevés, vous commencez au bivouac. Donc ce dernier vous permet de vous reposer si jamais vous n'avez plus de quoi vous soigner. Vous propose aussi des points de stockage pour les quêtes, ce genre de choses-là. Donc là, on va voir ce qu'ils nous ont fait. Alors, on nous propose la carte. Donc, la carte, très intéressant. On peut voir les zones. Donc là, vous avez zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Anciennement, quand vous changiez de zone, vous aviez des chargements. Maintenant, je crois que c'est plus le cas. La carte est complète. On doit aller en zone 4. On est en zone 4. Donc, le bivouac, bon, on refera un petit tour tout à l'heure quand on reviendra pour l'émission. Généralement, le bivouac est une zone safe, hein, vous n'avez pas de monstre, personne ne peut venir vous chercher là-bas. Forêt ancienne. Donc, généralement, on commence toujours par soit la forêt, soit la montagne. Quelque chose de très récurrent. Là-bas, on voit le bateau. Donc, on va essayer de rejoindre le bateau volant. Hop. Putain, on peut slider sur le dos, quelle classe. L'environnement est vraiment beau, on voit que l'utilisation du moteur a vraiment été poussée à son maximum. Donc, de manière générale, les cartes sont composées de terrain, donc plat, avec des reliefs, des choses comme ça. Vous pouvez récupérer ce qu'on appelle des consommables sur la carte. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré une plante, on doit pouvoir récupérer d'autres merdes. L'idée, c'est que ces éléments vous permettent la confection de potions, de choses comme ça. Très important, je vous conseille de toujours récupérer un maximum de minerais, de poissons, de plantes, d'insectes, tout ce que vous pouvez, parce que ces éléments vous servent à confectionner une multitude de choses dans le jeu, et moins vous en avez, plus vous devrez faire des missions de récolte, et ces missions sont toujours fastidieuses. Donc moi je vous conseille d'en récupérer un maximum. Vous perdez toujours un peu de temps sur ça, mais c'est du temps que vous gagnerez plus tard. Ça c'est obligé. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jacqueline, là Ah ouais, c'est bon, je récupère. Ah, parfait. Donc là, je vois que maintenant on a plein de petits animaux, des poissons, des grenouilles et tout, c'est vraiment joli. Donc là, voilà, ça c'est une nouvelle mécanique qui a été rajoutée au jeu. En gros, c'est les lucioles. Donc on va essayer de se retirer un peu. Donc vous avez des lucioles qui vous indiquent l'endroit à aller. Nouvelle mécanique, donc ça c'est tiré de Dauntless, on va dire le concurrent de Monster Hunter. Vous avez un artefact qui vous indique en fait votre chemin. Personnellement, je suis pas très fan de cette nouvelle mécanique. Je pense que c'est une mécanique qui a été intégrée surtout pour les nouveaux joueurs pour pas qu'ils soient perdus vu que l'environnement est assez grand et assez fourni. L'idée c'est en fait de vous indiquer plus ou moins la direction, là où vous devez aller, où se trouvent les monstres, ces choses-là. À savoir que sur les anciens, c'était à vous de vous débrouiller tout seul, mais les cartes étaient plus petites. Donc bon, on verra si jamais je suis vraiment coincé, je m'en sers. Mais c'est vraiment pour moi une mécanique qui a été intégrée pour les nouveaux joueurs, pour leur faciliter le jeu, pour pas les perdre. Je suis pas très fan de ça parce que sur les anciens Monster Hunter, vous aviez des capacités, des compétences, ou alors vous pouviez interagir avec votre environnement, des montgolfières, des choses comme ça qui pouvaient vous indiquer où aller. Là, c'est plus le cas, quoi. C'est-à-dire que vous avez ces petites lucioles, vous êtes perdu, cliquez dessus. C'est un peu dommage. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment cette idée d'immersion où vous faisiez vous-même votre chasse, tout ça. Maintenant, vous avez des lucioles qui vous aident. On verra. Là, c'est une nouvelle mécanique que je découvre avec vous. On se met dans un buisson, on peut se cacher. Donc, bon, là, c'est le début. On voit que les monstres sont un peu débiles, mais j'imagine que vous avez sûrement des monstres qui ont des phases de colère ou des monstres qui sont très agressifs à la vue, sur laquelle vous êtes obligé de vous cacher pour pouvoir gagner du temps ou temporiser, je sais pas, quelque chose. À voir si cette mécanique sert vraiment. Alors là, on va descendre du coup un bosquet. Donc là, bon, c'est plantes grimpantes, hein, c'est pour changer, monter les buissons, genre de choses là, les montagnes. Ça a toujours été dans le jeu, c'est pas nouveau. Donc là, pareil, vous voyez les lucioles qui nous indiquent où aller.
Moi, ça me dérange, hein, je vous avoue, pour le moment, mais on verra plus tard si c'est mieux, mais ça me dérange vraiment. Alors là, on a les empreintes. Donc, si j'ai bien compris, c'est aussi une nouvelle mécanique du jeu. Donc, en gros, les monstres vont laisser des empreintes dans l'environnement, ce qui est en soi logique. Et comment ça s'appelle, plus vous regardez ces empreintes, plus ces empreintes vous donnent des statistiques sur un bestiaire pour chasser les monstres. En gros, ces empreintes vous permettront de trouver plus facilement les monstres et de connaître les points forts et les points faibles des monstres. Est-ce que c'est un monstre eau, un monstre feu? Est-ce qu'il craint la glace? Est-ce qu'il craint quoi? Est-ce qu'il a un point faible? À quel endroit? Patati patata. Anciennement, ces choses-là étaient à découvrir vous-même, c'est-à-dire qu'en frappant les monstres avec des équipements plus ou moins spécialisés, vous alliez avoir des réponses visuelles sur le monstre, casser sa queue, déchirer sa peau, ces choses-là. Maintenant, grâce à ces pattes-là, vous allez pouvoir charger votre bestiaire vous l'indiquerait. Anciennement, il fallait aller, si jamais vous n'étiez pas trop observateur, sur des sites, des wikas, des choses comme ça, qui vous donnaient les statistiques des monstres, genre de choses-là. Donc en gros, c'est un point positif, parce qu'on va dire que vous n'avez plus besoin d'aller chercher sur le net des stats qui sont des fois plus ou moins approximatifs par rapport aux versions. Tout est indiqué directement dans le jeu. Waouh! Donc là, vous voyez deux monstres, hein. On a un monstre taille petite et un monstre taille grand. Donc bon, un peu comme dans les dinosaures, hein. Le gros bouffe le petit. Et après, on a les gigantesques, donc c'est l'île qu'on a pu voir au début. Vraiment beaucoup de flots. Beaucoup, beaucoup de flots. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Ah si, oui, le bestiaire. Donc, qu'est-ce que j'ai cru comprendre? Donc, vous allez remplir avec ces empreintes, ces pas, ces choses comme ça, votre bestiaire, et ils vous donneront donc des statistiques sur les faiblesses, tout ça. C'est très positif pour les joueurs débutants. Vous allez pouvoir apprendre à connaître tous les points faibles et tout ça des monstres, où les taper, comment se battre. C'est bien parce qu'au moins ça vous fait une charte pour tout le monde. Tout le monde joue avec la même charte. Le petit point négatif, c'est que normalement c'est à vous d'apprendre ça par vous-même en frappant les monstres, en se disant bah voilà, moi j'ai l'impression qu'en frappant dessus, je lui fais plus de dégâts avec ci, avec ça. À voir. À voir. Moi j'aime bien ce côté très immersif où c'est à vous de tout faire. Maintenant on vous prend par la main, on vous guide, on vous aide. Est-ce que l'environnement est tellement hostile qu'il y a tellement de stats à prendre que ce bestiaire est important ou pas? On verra. On verra, mais pour le moment, c'est comme les lucioles, j'aime pas trop le délire. Et pareil, j'ai vu que quand vous frappiez les monstres, vous aviez des stats de dégâts qui s'affichent. Pareil, je suis pas très fan de cette mécanique. Anciennement, vous en aviez pas, ce qui vous permettait en fait de vous projeter vous-même par rapport au comportement du monstre. Est-ce que vous faites bien les choses ou mal les choses? Maintenant, vous l'avez à l'écran. Moi, je me répète, hein, mais j'aimais bien cette mécanique où c'est immersif, c'est à vous de faire votre vie, tout ça. Donc, je sais pas si on peut l'enlever dans les options ou si des gens ont créé des mods, vu qu'on est sur la version PC, ce qui veut dire que les fichiers peuvent être modifiés facilement. Pour pouvoir enlever ça, j'aimerais bien. Pas de luciole, pas de bestiaire, pas de stats, on verra. Mais bon, pour le moment, on découvre le jeu ensemble. Tout se passe bien. Donc là, on est arrivé à notre capitale. On voit que nos potes s'en sont sortis mieux que nous. Ils ont eu plus de chance. Donc, anciennement, dans Monster Hunter, vous aviez des villes. Les villes, vous les rencontriez en fait au fur et à mesure de l'histoire. Vous allez avoir une progression, découvrir de nouvelles villes, des nouveaux habitants, des nouvelles fonctionnalités. Là, j'ai l'impression qu'on a ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un lieu central où tout est central et tout est dedans en fait. Et du coup, la ville va sûrement évoluer avec l'histoire, mais vous n'avez pas plusieurs villes. On verra, hein, mais c'est le sentiment que j'avais. Dans ces villes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour chasser. Des forges, des marchands, votre chambre, des librairies, patati patata, hein, vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc lui, est-ce que j'ai cru comprendre, c'est le chef. Donc il nous accueille sur son île et il nous fera un rapport complet. Très bien. Donc si on a compris, dans le bateau, on est tous des chasseurs de catégorie A, donc c'est une bonne catégorie. Et on vient les aider. Donc le bazar, de base, hein, normalement c'est le... je sais pas si on peut interagir avec lui. Non. Ah si. Non, on peut pas.
Donc généralement c'est le marchand de base qui vous vend 2-3 trucs. On voit en bas à gauche, vous avez la carte avec des pictos qui correspondent sûrement à des marchands. On fera le tour après pour cette première vidéo. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça et que je vous aurai expliqué la base, on ira faire une première mission de chasse et on arrêtera là. On sera peut-être autour d'une heure et quelques de vidéos, ça sera pas mal. Donc là, vous avez l'espèce de rosace rouge qui correspond à la mission, si jamais vous êtes perdu. Donc là, je vois qu'on peut augmenter la taille de la carte, intéressant. Environnement vraiment magnifique, hein. On voit cette profondeur entre le bas et le haut de la cité. On a vraiment ce sentiment, c'est impressionnant, de gigantisme. Alors la forge, donc la forge en fait c'est un des éléments centraux du jeu, central du jeu. Vous venez ici en fait pour confectionner vos armes et vos armures. Anciennement, ça fonctionnait de deux façons. Vous aviez la première façon, en fait, vous pouvez acheter des armes toutes faites. Généralement, le coût est assez élevé. Et l'autre système, c'est de crafter vous-même avec les éléments que vous avez récupérés sur les monstres et l'environnement, vos armes ou vos équipements. Savoir que généralement, on commence par crafter soi-même ces choses et après, on en achète à des paliers différents pour gagner du temps. Par contre, le prix étant assez élevé, il faut avoir une bonne gestion de ses finances. On va voir si c'est toujours pareil ou s'ils ont fait évoluer le système dans celui-là. Généralement, vous commencez avec une arme en fer, une arme en os, et à partir de là, vous aviez un arbre d'évolution avec tout ce qui était en fer, c'était tout ce qui avait des dégâts plus ou moins bruts, et tout ce qui était en os, c'était tout ce qui était élémentaux, en chassant des monstres de feu, de glace, ainsi de suite. Je vous ferai une petite revue aussi des armes, de ces choses-là un peu plus tard dans une autre vidéo, je pense. Allez, le conseil va se rassembler, on y va. Donc nous c'est nous la 5e flotte. Donc là vous avez les personnages récurrents du jeu, hein, voilà, c'est tout le temps les mêmes. Vous avez les personnes qui vous vendent les potions, vous avez les personnes, les mineurs, les machins, c'est récurrent dans l'environnement. Donc là on s'est fait attaquer par un Zagmado, vous avez vu, donc c'est ce monstre gigantesque. C'est ce qu'on appelle les monstres anciens, donc c'est quasiment impossible à tuer. Ces monstres là, généralement on les repousse, on les tue pas. Donc dans cette version de Monster Hunter, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus scénarisé. D'habitude, vous arriviez dans un village, vous savez pas trop pourquoi. Vous faites quelques chasses de monstres pour rendre des services, et après un gros monstre arrive, et puis blablabla, quoi. Allez, on a compris, blablabla. Alors votre chambre, donc votre chambre en gros c'est une zone avec un environnement non hostile, il ne se passe jamais rien dans votre chambre. Vous pouvez vous y arrêter pour vous reposer, sauvegarder. Vous avez un coffre qui vous permet de changer votre équipement, d'interagir aussi avec votre stock de plantes, de choses comme ça. Vous avez accès à tout ce que vous possédez. Et vous pouvez aussi généralement modifier l'équipement de votre chat qui est avec vous. Vous avez un intendant qui vous permet de gérer normalement la déco, les environnements, les choses comme ça que vous pouvez récupérer. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, on verra ça plus tard. Alors notre coffre, donc qu'est-ce qu'il nous propose? Donc inventaire, c'est les éléments qu'on va avoir sur nous.
Artisanat, c'est ce qui nous permet de fabriquer des éléments. Donc, à savoir que dans Monster Hunter, la particularité, c'est comme je vous disais, c'est de récupérer des éléments dans l'environnement, notamment du miel, des plantes, des choses comme ça. En les assemblant ensemble, vous allez récupérer des objets supplémentaires. Anciennement, vous aviez des livres d'artisanat qui vous donnaient des recettes. Par exemple, une potion avec du miel vous fait une super potion. De base, si vous ne le savez pas, eh ben, vous pouvez tenter des assemblages au pif et vous allez avoir plus ou moins des résultats concluants. Plus vous achetez de livres d'artisanat dans le jeu, niveau 2, niveau 3, plus vous allez avoir des confections compliquées. À savoir qu'anciennement, les assemblages de base sans les livres vous donnaient un pourcentage de réussite modéré, et plus vous achetez les livres, plus les assemblages étaient fructueux. Exemple, si vous prenez une potion avec du miel, vous avez peut-être 80% de chance d'y arriver, vous pouvez passer à 100% avec les bons livres, et pour certains objets, ça devient des détritus si jamais vous les ratez. Donc ça, on verra si cette mécanique est toujours viable dans le jeu. Vendre, vous pouvez vendre des objets. Avant, il fallait passer par un marchand, ce qui est intéressant. Vendre équipement, personnalisation de personnage et d'équipement. Alors, on va faire une revue de toutes les armes. On s'en fout, ouais. Du coup, à gauche, vous avez les armes, à droite, vos équipements. Donc, les armes, vous avez les catégories. Vous n'en aurez pas d'autres, de base, je crois, à moins qu'ils fassent des DLC. Chaque arme a des avantages, chaque arme a des inconvénients. Aucune arme est supérieure à une autre. Vraiment, la sensibilité de chacun fait votre style de jeu. N'hésitez pas à tout tester. Honnêtement, tout est bon à jouer, tout est bien. D'expérience, voilà, je prends du plaisir avec tout type d'armes. Après, ce qui est intéressant, on va voir si c'est toujours le cas, mais anciennement, vous aviez deux types d'armes, les armes tranchantes et les armes contendantes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Avec les tranchantes, en fait, vous pouviez couper, avec les contendantes, casser. Par exemple, un monstre avec une queue, vous ne pouviez pas le casser avec une masse, il fallait une lame. Et pareil pour une carapace, vous ne pouvez pas la casser avec une lame, il fallait une masse. Je ne sais pas si cette mécanique est toujours en place. On verra ça ensemble. Donc l'espadon, bah, c'est une grosse épée à deux mains. Moi, c'est mon moussette préféré du jeu anciennement. On va voir si c'est toujours le cas. Une arme très lente avec des dégâts très importants, mais je vous ferai une vidéo review qui présente tous les fonctionnements et où ça s'adapte. Le katana, bah, vous avez une longue portée, vous attaquez très vite, mais les dégâts sont plus modérés. Vous voyez, 384, 264. Épée bouclier, bah, vous avez un moveset défensif avec un bouclier et une épée. Par contre, ça attaque très vite et vous êtes très véloce. Double dague, bah, là, c'est encore plus véloce. Vous voyez 112, 112. Par contre, vous attaquez encore plus vite, mais vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Le marteau à deux mains, donc là, vous êtes sur une arme qui est très lente, mais qui a des dégâts très élevés. Très intéressant pour les monstres volumineux ou casser des choses, comme je vous disais. Moi, j'adore ce moveset. L'épée bouclier, j'adore aussi. La corne, donc ça c'est une arme atypique, c'est une sorte de masque qui vous permet de jouer de la musique aussi. Donc la musique vous donne des buffs pour vous et votre équipe, des gros buffs, c'est une super arme, mais par contre c'est vrai que la façon d'utiliser est très atypique. Moi c'est une arme qui a été rajoutée il n'y a pas très longtemps et je suis pas très fan. La lance, donc là vous êtes sur un des movesets les plus défensifs du jeu, vous avez un énorme bouclier, une énorme lance, vous pouvez vous protéger derrière, très intéressant contre certains monstres avec des charges ou autres. Par contre, vous êtes un peu lent, donc si vous voulez quelque chose de très véloce, c'est pas sur ce type d'arme, il faudra vous tourner. Lance-fusil, donc là vous êtes pareil, un moveset défensif, mais vous avez un système où vous pouvez charger des balles, tirer des munitions, c'est très drôle à jouer, franchement c'est très fort aussi. Hache bestiale, donc ça plus connu sous la Switch Axe. Donc l'idée, c'est a été rajouté récemment ça aussi. Vous avez une hache vulgairement, vous battez avec un système assez lent, vous pouvez transformer en une épée qui a un peu moins de portée mais qui est un peu plus véloce. Mais cette dernière contient un liquide à l'intérieur, vous pouvez faire monter en pression et exploser. C'est vraiment très fort, très intéressant à jouer. Et vous avez cette idée de modifier l'arme en fait en épée et en hache, c'est très drôle. Hache primaire, donc ça c'est ce qu'on appelle la Volto Axe, ça a été rajouté vraiment dans les dernières armes. L'idée, si vous avez un moveset défensif, épée bouclier, mais vous pouvez charger votre épée dans votre bouclier et la transformer en une épée, une sorte de hache en fait plutôt, avec une portée plus importante et des gros dégâts, c'est très marrant à jouer. La lance, donc ça c'est très simple, vous avez une lance, vous avez une bonne portée, des poisons à disposition, vous avez un moveset où vous pouvez sauter, prendre appui sur l'arme, monter sur les monstres et tout, c'est très fort.
C'est accompagné de ces deux éléments-là, qui sont des sortes d'avant-bras avec des capacités particulières. Ça, donc vous avez le fusil lourd, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, sinon les fusils et l'arbalète se déclinaient en 3 formes, léger, moyenne, lourde, avec des statistiques plus ou moins entre la portée et la puissance. Très fort, vous avez beaucoup de dégâts, vous pouvez utiliser beaucoup de balles, donc il faut confectionner vos balles, par contre c'est une mécanique un peu particulière, mais vous avez vraiment accès à des choses explosives, vous avez accès à du poison, à de l'aveuglement, c'est très très fort, vous pouvez atteindre les éléments qui volent et tout, c'est super, vraiment très très fun à jouer. L'arbalète, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus véloce, par contre la portée est un peu plus faible, je crois, avec un peu moins de dégâts, mais c'est très marrant à jouer, ou plus de dégâts, je sais plus. Et l'arc, vous avez moins de dégâts, mais par contre c'est pareil, vous êtes très léger et vous avez la possibilité de faire des tirs en cloche, des choses comme ça que vous ne pouvez pas avec les autres fusils arbalètes. Donc ça c'est la base des armes, je vous ferai une vidéo review pour tout vous présenter. Nous on va prendre l'épée de main. Alors les équipements, donc anciennement dans Monster Hunter vous aviez les équipements. En fait chaque équipement avait des capacités avec des statistiques qui en fait combinées entre elles vous permettaient d'avoir un talent. Exemple, le talent de base qui était chasseur. Si vous aviez un équipement complet avec la capacité chasseur, par exemple 3 points de chasseur dans la tête, 2 dans le torse, 1 dans les mains, patati patata. Si vous arriviez à 10, vous aviez la compétence niveau 1, chasseur, qui vous permet de retrouver sur la carte directement est affiché le monstre que vous chassez, vous n'avez pas besoin de vous emmerder à courir après. Si vous aviez 12 points, 13 points, 14, 15, vous pouvez monter comme ça avec des statistiques supérieures. Par exemple, si vous aviez attaque élémentaire feu niveau 10, elle était niveau 1, vos dégâts de feu étaient augmentés de 10%. Si vous passiez à vous arriviez à monter à 15, vous passiez à 20% et à 20 points de statistiques, vous passiez à la compétence niveau 30, niveau 3, ce qui vous faisait 30% de dégâts supplémentaires de feu. On va voir si cette mécanique est toujours appliquée dans ce Monster Hunter là ou pas. Je ne suis pas convaincu. L'idée avec ça, c'est en fait de pouvoir gérer des équipements avec des stuffs complets et avoir des statistiques recherchées. Vous battez contre un monstre dans la boue, vous allez chercher un équipement, une compétence d'équipement qui vous permet d'être résistant, de ne pas être bloqué par la boue. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Lunettes en cuir. Donc lunettes en cuir, on voit les talents, donc c'est ce que je vous parlais. Est-ce que c'est sous la même forme? On va découvrir ça ensemble. Spartiate, prince de la cueillette et chance de foreur. Donc comment ça marche? Spartiate, donc c'est ce que je vous disais, anciennement quand vous aviez le nombre de points requis, vous aviez la compétence. Là je vois qu'il vous suffit d'avoir ce casque là pour avoir la compétence. J'imagine que si vous avez plusieurs Spartiates, vous pouvez la monter de niveau ou alors l'équipement va progresser sur lui-même, on va voir. Donc Spartiate niveau 1, vous voyez, ça réduit de 30% la consommation d'endurance. Niveau 2, 60%. Niveau 3, vous n'avez plus aucune consommation d'endurance. À savoir, quand vous utilisez vos équipements, vous allez consommer de l'endurance. Cette endurance va se réduire au fur et à mesure. Le seul moyen de la faire progresser, au final, c'est d'utiliser des consommables. Avec cet équipement-là, vous pouvez réduire du coup cette consommation. Ce qui peut sembler intéressant si vous voulez niveau 3, mais en fait qui ne l'est pas vraiment parce que vous mangez une ration, ça vous redonne de l'endurance rapidement, c'est pas ouf, quoi. Homme de maille, donc là, comme le nom le porte, vous voyez, accélère la collecte et empêche les chutes en cas d'attaque. Donc là, vous êtes plutôt sur un équipement de cueillette. Donc l'idée, c'est si jamais vous partez en mission pour récolter des insectes, des plantes, vous allez plutôt prendre ce type d'équipement. Et héritage. Donc là, c'est augmente la probabilité de réapparition des sites de collecte rares. Donc pareil, vous avez souvent des sites avec des objets plus ou moins importants. Ces derniers reviennent plus ou moins vite. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt du minage, ce genre de choses-là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va garder ça en cuir. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de capacité sur les torses. Vous voyez, il n'y a rien. Pareil sur les gants. Pareil sur les ceintures. Pareil sur le pantalon. Donc là, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un set complet en cuir pour pouvoir profiter de Spartiate, mais juste la tête. Donc nous, vous voyez, vous avez différents types de résistance. Donc là, on a la côte en cuir. Donc on a physique 2 points. Ensuite, vous avez feu, eau, foudre, glace, dragon. Donc ça, ce sont les types élémentaires. Savoir que tous les monstres ne profitent pas de ces bonus.
Tous les monstres ont du physique, donc quand vous prenez un coup de griffe, ça va taper sur votre résistance physique, un coup de croc, un coup de queue, et quand vous prenez une boule de feu ou autre, ça tape sur les types d'élémentaires. L'idée c'est d'avoir un équipement adapté à la situation, à savoir que si vous combattez un monstre de feu, vous allez plutôt privilégier une armure avec des statistiques élevées en feu, à savoir que les statistiques peuvent être négatives. Si vous avez moins 12 en résistance de foudre et que vous prenez un éclair, l'éclair risque d'être létal, donc on essaye de bien s'adapter à son équipement, voire prendre un équipement neutre si jamais vous chassez quelque chose, quand vous ne savez pas ce que vous chassez, par exemple vous partez à la chasse d'un monstre que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous le découvrez, il vaut mieux prendre quelque chose de neutre, de quelque chose de spécialisé, de vous retrouver dans une situation qui n'est pas agréable, on va dire. Nous, on sait qu'on va chasser un jaga, je crois que c'est, donc c'est des monstres sans éléments. Donc on va plutôt prendre des capacités physiques élevées, sachant qu'on n'a pas besoin de résistance au feu ou à l'eau, et que c'est que 2 points, c'est pas non plus énorme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, rien de particulier, rien de particulier. Allez, mais écoutez, on va pouvoir partir. Hein. Hop. Donc vous voyez, là j'ai bien, si je dis pas de bêtises, j'ai mon armure qui n'est pas un set complet. Par contre, je dois pouvoir profiter sur mon personnage. Voilà, grâce au casque, je profite de la capacité spartiate. Du coup, on va voir comment ces équipements fonctionnent entre eux. Moi, je suis pas très... On va dire j'aimais bien l'ancien système, on va voir si le nouveau système est aussi pertinent que l'ancien. L'ancien vous forçait en fait à faire des calculs un peu en disant bah si je prends ça avec ça, ça me donne ça. Là maintenant il suffit d'avoir une pièce en gros. Bon. On verra ça ensemble. Alors, continuons le petit tour de la ville. Donc là tout à l'heure on nous avait présenté le bazar. Donc le bazar, qu'est-ce qu'il nous vend? Alors, on a deux choix, vers sacoche, vers coffre. Donc la sacoche et votre sac à dos, c'est ce que vous avez sur vous quand vous partez en mission. Donc évitez de trop charger parce que vous avez un nombre de places limité. Et vers le coffre, c'est généralement ce qu'on envoie. Donc dans notre coffre, on voit qu'on a actuellement 30 potions à droite, 30 poisons et ainsi de suite. Le but, bah, c'est d'acheter des consommables, les mettre dans le stock, prendre juste ce qu'on a besoin et ainsi de suite. Donc potions, bah, ça, c'est écrit, hein, restaure une petite quantité de vie. Antidote, bah, c'est contre le poison. Viande d'Astera, guérit une hémorragie et améliore la récupération de vie naturelle à mâcher longuement. Donc, ce qui veut dire qu'à mâcher longuement, en gros, la consommation va être longue. L'hémorragie, bah, j'imagine qu'il y a des saignements, quelque chose qui était que sur certains monstres anciennement, il doit y en avoir peut-être plus. Et du coup, améliore la récupération de vie naturelle. Donc, à savoir, quand vous êtes blessé, vous perdez de la vie, vous avez une récupération très très lente naturelle. Là, celle-ci va être améliorée. Petit baril, bah là vous êtes sur des consommables qui, assemblés à d'autres, vous permettent de faire des bombes, vous la posez, le monstre charge dedans, vous mettez un coup, ça explose pour faire des destructions de zone ou des destructions d'armure. Par exemple, vous avez sur le monstre une carapace, vous n'avez pas de marteau, vous voulez briser la carapace, vous renversez le monstre, vous posez une baril dans son dos, vous mettez un coup, vous explosez, bon vous allez être projeté avec, hein, mais vous pouvez détruire la carapace, genre de choses là. Kit de piège, et bien là c'est pareil, c'est dans le même système, c'est-à-dire que c'est un kit qui n'a aucune fonction, par contre assemblé à un élément peut vous donner un piège avec une capacité. Par exemple, vous prenez un kit de piège et anciennement des toiles d'araignée, vous aviez un piège araignée, un piège à la toile, quoi, en gros le monstre tombait dedans. Donc là, ce qui peut être intéressant quand vous partez en chasse, c'est de prendre un kit piège, des toiles d'araignée, d'assembler les deux pour en avoir un qui est déjà fait, en racheter un deuxième, comme ça vous pourrez en fabriquer un autre sur place pour avoir deux pièges. Boomerang, bah, c'est un projectile, c'est pas très intéressant. Jumelles pour voir au loin, ça sert à rien. Les munitions, donc ça c'est pour tout ce qui est fusil, genre de choses là, les balles, donc normales, perforantes, ainsi de suite, elles sont spécialisées pour rapport au monstre que vous frappez. Allez, on va aller faire le tour après. Donc là, vous avez le tableau des missions, donc pour pouvoir prendre des missions un peu plus tard. Le coffre, très bien. Là, j'imagine c'est le chef qui est assis là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres marchands, machin. Bon, de toute façon, on fera le tour plus tard. On a vu que là-haut, il y avait le... Comment ça s'appelle? La forge. Bon, pour le moment, ça sert à rien d'y aller parce que... comment dire? Bah, on n'a rien récupéré, quoi. Donc, vous avez pu voir aussi tout à l'heure que dans notre sac, on avait... Dans notre coffre, je veux dire, nos équipements. Donc, les équipements, c'est où? L'équipement, c'est là. On a... l'arme qui est en métal, donc vous verrez plus tard, mais en gros vous avez commencé soit en os soit en métal, et à partir de là vous pouvez faire évoluer tous
tous vos sets d'armes, sets d'équipement et tout. Donc ce qui est important, c'est toujours avoir plusieurs épées en fer, plusieurs épées en os pour pouvoir faire évoluer la forge. Alors là, vous avez ce qu'on appelle la cuisine. Je sais pas si on peut y parler. Si. Donc l'idée de la cuisine, en fait, c'est que vous allez bouffer ce que vous propose le menu. Et en fait, vous allez récupérer des buffs temporaires pour la mission. Par exemple, le premier vous donne 10 de vie à vous, 4 à votre chat et 25 d'endurance. Vous avez un ingrédient supplémentaire qui vous donne, si vous payez les 2 de bouffe, une attaque augmentée, vous voyez. L'idée, c'est de regarder les statistiques que vous avez besoin. Si vous êtes sur des monstres où vous avez un peu de difficulté parce qu'ils tapent très fort, on va prendre une armure augmentée. Si vous avez besoin de résistance élémentaire, et ainsi de suite. À savoir, vous avez aussi les talents du repas. Donc, c'est des talents que vous allez avoir de manière aléatoire, on va dire, par rapport aux situations. Donc là, on a félin soigneur, réduit de moitié la durée de fragilité de vulnérabilité. Berserker augmente les dégâts et les déviations de l'arbalète. Et cadeau surprise, ressort de la vie aux alliés présents dans les zones. Donc là, ces capacités, en fait, sont généralement des grosses capacités. Le problème, c'est que vu qu'elles sont aléatoires et liées au plat, vous ne savez jamais ce que vous allez avoir. Le but, c'est d'essayer de prendre les capacités les plus proches de ce que vous souhaitez. Anciennement, généralement, vous preniez toujours les mêmes une fois que vous avez un peu d'expérience, mais vous n'êtes pas sûr de les avoir à chaque fois. Du coup, là, nous, on va prendre ce qui nous donne le plus de statistiques de base, parce que j'ai pas besoin de capacités particulières. Donc là, tout donne pareil. On va prendre ça. Voilà. Donc, une bonne chasse, c'est toujours le même système. Une bonne préparation au niveau des armures, une bonne préparation au niveau des armes, une bonne préparation au niveau de la bouffe et une bonne préparation au niveau de sa sacoche. À savoir tout ce que vous avez besoin pour votre chasse. Bien sûr, quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez chasser, vous prenez un équipement plus ou moins large pour pouvoir, quand ça s'appelle, profiter profiter du plus de statistiques. Donc là, vous voyez, grâce à ça, maintenant, sur vie, j'ai 110 et endurance 125. De base, vous avez 100 et 100. Grâce à des capacités, vous allez pouvoir augmenter votre vie et augmenter votre endurance. Le but, c'est d'avoir la plus grande barre de vie, la plus grande barre d'endurance possible. Alors, notre jeune demoiselle qui est là, elle, c'est l'assistante. Elle va nous proposer les premières quêtes. À savoir que vous avez plus de différents types de quêtes. Donc les missions, c'est celles qui vous font progresser l'histoire, c'est écrit. Libre, ça vous permet de les faire à l'infini. Quoi, l'infini, oui. Pour pouvoir récupérer des objets, de l'or, des choses comme ça, si vous avez besoin pour améliorer votre équipement, améliorer votre personnage. Les contrats, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. C'est des quêtes spécifiques à l'intendance. Et les événements, c'est des quêtes en ligne. Donc à savoir que généralement, quand vous jouez en solo, les monstres ont une puissance de 1. Quand vous êtes en ligne, les monstres ont une puissance de 2. Mais en ligne, vous êtes 4. Donc techniquement, c'est plus simple de chasser en ligne. Le problème, c'est qu'en ligne, vous allez être avec d'autres joueurs qui peuvent avoir des façons de jouer très différentes. Honnêtement, je vous conseille le jeu en ligne, c'est fait pour, c'est super. Vous allez travailler en équipe, faire des pièges et tout. Par contre, ça peut être très vite frustrant si vous tombez sur des joueurs moins expérimentés que vous ou trop expérimentés qui défoncent tout, on va pas se mentir. Vous pouvez avoir une progression très très rapide dans le jeu sans profiter de toute l'expérience que le jeu va vous donner. Moi, je vous conseille d'avancer dans l'histoire principale. Quand vous êtes bloqué, allez faire un tour sur le net pour récupérer des ressources facilement et revenir et ainsi de suite. Alors, mission, on va commencer par ça. Donc là, vous voyez, en haut à droite, on a la carte. On voit qu'il y a 4 zones. Nos monstres sont dans la zone 2. On a le feu de camp dans la zone 1. Et puis, bon, il y a d'autres merdouilles qui traînent. On voit qu'on a le droit, les échecs, de mourir 3 fois. La mission dure 50 minutes et qu'on a gagné 720 zéniths pour celle-ci. Allez, on est parti. Hein. Donc on attend que la quête se charge. Allez, on est parti. Donc là, c'est ce que je vous disais, on arrive dans 99% du temps sur votre bivouac. Donc le bivouac vous permet de vous reposer. Vous avez un coffre sur lequel des ingrédients vous sont
Les ingrédients des éléments vous sont donnés. Généralement, vous avez des premiers soins, donc des petites potions et des rations X qui vous permettent de restaurer votre endurance. Sur certaines missions spécifiques, vous allez avoir d'autres objets, et ainsi de suite. Quand vous jouez en ligne, vu que vous êtes censé être 4, vous avez 4 rations, 4 machins. Donc évitez de prendre les 4 ressources. Il y en a une par personne, sinon vos partenaires vont être lésés vis-à-vis de vous. Normalement, on peut se reposer pour soigner 100% de sa vie, ce qui est important si jamais vous n'avez plus de potions. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Une cantine. D'accord, donc ça c'est nouveau. Vous pouvez du coup manger. J'imagine que là pour le moment c'est pas accessible, ça viendra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans son équipement? Donc en bas à droite, vous avez vos objets, donc les potions pour soigner la vie, antidote, ration, viande crue, donc ça c'est de la viande qu'il va falloir faire cuire pour avoir des bonus. Et vous avez maintenant ce qui est nouveau dans votre sacoche, vous pouvez voir tous les éléments. Les objets spéciaux, donc les objets spéciaux, vous en avez 4 pour le moment, l'aiguisoir, le filet de capture, le filet de pêche et la broche. Donc l'aiguisoir, en fait, vos armes ont un tranchant, je vous expliquerai ça après, vous pouvez aiguiser ce tranchant pour pas le perdre. Filet de capture, c'est pour capturer les insectes. Et la canne à pêche, les poissons. Le barbecue, c'est pour faire cuire de la viande. À savoir que ces éléments anciennement étaient compris dans votre sacoche. Là, vous avez une zone attribuée pour eux directement. Du coup, ce ne sont plus encombrants. Anciennement, c'est très très encombrant. Il fallait faire le choix de est-ce que je perds 4 places pour prendre ces objets, voire plus, parce que les objets étaient destructibles. Actuellement, je vois que les objets ne le sont plus. Du coup, vous pouvez pêcher à l'infini. J'imagine que vous allez pouvoir récupérer des cannes à pêche améliorées, comme c'était le cas avant, mais non destructibles. Anciennement, vous les pêchez, vous preniez 5 ou 6 cannes à pêche dans votre sac, parce que vous pouvez les casser, il pouvait vous arriver 1001 choses. Du coup, maintenant, une fois de plus, c'est une mécanique dédiée, je pense, aux nouveaux joueurs, où on leur facilite la tâche en disant, vous avez les 4 objets, ils sont non destructibles, vous ne pouvez pas les perdre, vous pouvez le faire autant que vous voulez. Anciennement, par exemple, vous aviez une mission de pêche. Dans le coffre bleu, vous aviez par exemple une canne à pêche. Si vous n'en avez pas pris d'autres et vous n'avez pas de chance, vous avez pêché 3 poissons qui ne sont pas les bons, et bien plus de canne à pêche, vous avez raté la mission. Maintenant, c'est plus le cas. C'est très positif pour les nouveaux joueurs. On leur dit voilà, vous pouvez pas partir en fait. Vous pouvez pas partir sans équipement, vu qu'il est toujours donné. Par contre, c'est vrai qu'anciennement, c'était plutôt intéressant de devoir ce stuff vis-à-vis de ça. Une fois de plus, c'était plus immersif. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On verra si c'est gênant ou pas. Alors, le truc barbecue, donc en gros, vous le posez. Si vous avez de la viande crue, vous pouvez la faire cuire. Si vous la retirez trop tôt, vous allez vous retrouver avec de la viande crue. Si vous la retirez trop tard, de la viande brûlée. Vous voyez, là, je l'ai retirée trop tard, elle est brûlée. Donc là, ils vous disent que si vous la mangez, ça augmente un peu votre endurance, mais il faut la manger rapidement. Généralement, c'est toxique, on la donne aux monstres. Alors là, 1 tour, 2 tours. Hop. Steak saignant, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est à point. Ah, parfait. Donc là, steak à point. Donc le steak saignant va vous redonner un petit peu d'énergie. Le steak brûlé que dalle est généralement toxique. Et le steak à point, c'est ce qui vous donne le plus d'énergie. Une bonne maîtrise de la cuisson est importante. À savoir que les viandes, vous n'êtes pas obligé de les faire cuire. Si vous récupérez de la viande et des poisons, vous pouvez empoisonner des viandes. Quand les monstres sont un peu fatigués, généralement ils ont faim, ils vont essayer de bouffer d'autres monstres, vous pouvez poser de la viande, ils les boufferont et ils tomberont malades. C'est l'une des mécaniques de Monster Hunter pour fragiliser les monstres si jamais vous avez des comportements atypiques et vous ne savez pas lutter contre. Il y a énormément de façons de capturer, d'abîmer des monstres, donc n'hésitez pas à vous servir de tout ce que vous propose l'environnement. Les pièges, la bouffe empoisonnée, des projectiles empoisonnés, voilà, ce genre de choses là, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez en haut à gauche de votre nom un rectangle, un carré vert, un carré jaune. Donc le vert c'est votre santé, le jaune c'est l'endurance, et dessous vous avez une lame. Cette lame est orange actuellement, elle correspond au tranchant de votre arme. Plus vous allez frapper avec votre arme dans des éléments, des murs, des monstres ou autres, plus cette dernière va s'user. À savoir que, que plus le tranchant de votre arme est bas, plus votre arme va en fait rebondir sur les monstres, sur leur cuirasse, sur leur peau et infliger moins de dégâts. Il est du coup important de garder au maximum votre tranchant le plus élevé possible pour pouvoir infliger le plus de dégâts possible. À savoir que certaines parties du corps de certains monstres sont sensibles qu'à certains tranchants. Les tranchants les plus élevés anciennement étaient les tranchants blancs. Si vous n'aviez pas une arme avec un tranchant blanc, vous ne pouviez pas affecter le monstre en fait sur la dite zone.
Donc c'est pour ça, toujours bien garder un tranchant élevé. Le tranchant, je vous le rappelle, c'est fait avec l'aiguisoire. Anciennement, des aiguisoires étaient limités, maintenant vous avez à l'infini. Et voilà, on est prêt. Et ben écoutez, on est parti pour la chasse, hein, on va pas passer 100 ans. Donc vous avez pu voir tout à l'heure sur la carte, quand vous avez indiqué que c'était en zone 4, je crois. Zone 2, je vais dire. Plus les monstres vont être évolués, moins on va vous indiquer, ça sera à vous de les chasser. Sachant que comme on a pu le voir tout à l'heure, le jeu a été facilité, vu que vous avez les lucioles qui vous indiquent où aller, plus les traces des pas pour savoir où sont les monstres, où sont les zones les plus... comment dire, les zones les plus accessibles. Donc là, on vient de tuer des herbivores. Donc les herbivores, oui, on les dépose. Ces derniers n'ont pas grand chose à nous donner, généralement de la viande crue. Avec un peu de chance sur les grands monstres, vous pouvez avoir quelques os, mais sinon, c'est pas par de la bouffe, ça sert pas à grand chose ces choses-là. À chaque fois que vous tuez un monstre, bien le dépecer au maximum pour récupérer tout ce que le monstre a à vous donner. Comme je vous disais tout à l'heure, pensez à bien récupérer tout ce que l'environnement vous propose, donc les plantes, ces choses-là. Allez, putain. Hop, il faut que je m'habitue au contrôleur. Donc l'attaque, on prend des plantes, on prend de la mousse. Je sais pas à quoi ça sert, mais on verra plus tard. Ah si, on peut, c'est une fronde. D'accord, donc là on a... Merde. Bon bah, je change mon stack, c'est pas grave. Donc là je vois qu'on a un menu raccourci. Ah, donc c'est ça la fronde. Comment on tire? Ah, comme ça. Ah oui, donc on a une fronde maintenant sur l'avant-bras, une arbalète qui vous permet de lancer des projectiles. Donc ça permet de nettoyer les monstres, j'avais écrit. Donc vous verrez, certains monstres se servent en fait de la boue, de la crasse pour se protéger. Donc intéressant de pouvoir les nettoyer sans perdre de temps. Donc la pierre, pareil, hein, ça se projette. Anciennement, les pierres servaient d'aiguiseurs. Hop. Allez, bon, on va aller chasser tout ça, on va pas perdre trop de temps. Ah, maillot rouge. Bon, je vois qu'on a beaucoup de choses à acheter sur les gens, c'est un peu pénible. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous voyez, c'est ce que je voulais, c'est les lucioles. Moi, je voulais prendre d'autres chemins. Le personnage m'indique qu'il y a que les lucioles qu'il faut aller là-bas, on est obligé, ben on va le suivre. Intéressant, par contre, pour les nouveaux joueurs qui sont un peu perdus dans l'environnement, de savoir où aller. Hop. Alors là, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous voyez, on a du miel. J'ai des potions. Si je récupère du miel, et ben, je peux assembler les potions pour faire des méga potions. À savoir que là, vous avez à droite potion, méga potion. Le jeu a fait tout seul l'assemblage. Si je vais dans mon menu, ça coche. J'ai perdu, j'avais 8 potions, j'en ai perdu 2, mais j'ai gagné 2 méga potions. Vous pouvez vous dire c'est très bien parce qu'actuellement, en gros, ça m'a fait l'assemblage direct. Moi, je suis pas très fan parce que je préfère, par exemple, garder mes potions et garder du miel pour d'autres choses. Je vois pas pourquoi le jeu m'a assemblé directement les méga potions si j'en ai pas besoin. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est partie du jeu. On verra plus tard si on peut retirer ça ou pas. Allez, on continue. Du coup, bah, on va passer dans notre petite zone 2 et puis on va aller chasser nos petits monstres. Ah, ils sont là! Donc là, vous avez les petits monstres. Donc généralement, les petits monstres sont nombreux. Ils vont jouer sur leur nombre, un peu comme des vélociraptors pour vous dominer. Donc n'hésitez pas à frapper. Hop, un déplacement, ne jamais rester statique. On va pas se mentir, ils sont plutôt faibles. Hein. Ce qui est intéressant avec l'arme qu'on a, c'est que on a une portée qui est quand même importante. Vous pouvez voir que les moulinets que je mets touchent beaucoup de monde. On a des attaques verticales, horizontales, mais je vous présenterai tout ça plus tard dans une vidéo dédiée aux équipements. Donc là, on en a charcuté un petit peu, mais vous voyez, ils sont enfuis. On essaie de bien récolter tout ce qu'on peut récolter. Les pots, donc là on récolte des écailles, ces choses-là. S'il n'y a pas des plantes, aussi là vous voyez il y a des carcasses, donc vous pouvez trouver des carcasses. Dans ces carcasses, souvent il y a des os, moyens, grands, petits. Ces derniers vous permettront de confectionner des équipements, des armes, ou même de faire des échanges en ville. Vous avez des fois des marchands qui ont besoin de choses particulières.
Là, on a des minerais, donc le minage, c'est pareil, c'est partie de la récolte. Les minerais, toujours récolter un maximum, ne jamais rien laisser. Vaut mieux perdre un peu de temps et tout récolter plutôt que de se retrouver biaisé plus tard parce que vous avez dit, ah mince, il me manque un minerai de fer. Du coup, lancer une mission que pour un minerai, c'est toujours frustrant. On voit que la carte est chargée, il y a des niveaux bas, des niveaux intermédiaires. On va apprendre à découvrir tout ça ensemble. Allez, on est parti. Hop. Bon, j'ai un peu de mal actuellement avec les contrôleurs, c'est pas les mêmes qu'avant. Donc là, on est dans la grotte où il y a du monde. Donc généralement, les monstres ont des points de ralliement, c'est-à-dire qu'ils ont leur nid. Généralement, dans leur nid, c'est à l'endroit où ils se reposent. Ils ont leurs endroits de chasse, donc plus vous connaissez ces endroits-là, plus vous allez pouvoir trouver facilement les monstres que vous cherchez. Donc là, vous voyez, je me fais un peu toucher à gauche à droite, j'essaye d'en esquiver le plus possible, mais on prend des petits dégâts, rien de très important. Comme je vous disais, vous avez, quand je frappe, vous voyez le tranchant de mon arme, donc là mon arme clignote en orange, c'est pour dire que le tranchant est cassé, et que du coup les dégâts infligés vont être très faibles, voire inexistants si ça rebondit sur la peau. Bon là, ce sont des petits monstres, il n'y a pas vraiment de gêne. N'hésitez pas à prendre votre aiguisoir et hop, un petit coup, vous allez voir la lame rouge va redevenir orange. Donc là, j'ai tué tous les monstres qui m'étaient demandés. Du coup, c'est pour ça qu'on a 60 secondes pour faire notre vie. Normalement, on est invulnérable. Sur les anciens, c'était le cas. Vous voyez, les monstres ne m'attaquent même pas. Parce qu'en gros, voilà, on a fini la mission. C'est le save point. C'est pour éviter un double chaos si jamais vous tuez le monstre et qu'il vous tue en même temps. Et vous perdiez votre mission. Donc récoltez tout ce qu'il y a à récolter sur les monstres, les écailles, les dents, les peaux et ainsi de suite. Profitez pour faire un tour aussi de l'environnement, voir s'il n'y a pas un minerai qui traîne ou quelque chose comme ça à récolter en même temps. Ok, et ben on a fini, c'était difficile. 4 réussis. Donc là, je vais sûrement mettre fin à la première épisode. C'était une présentation de l'environnement, de la façon dont on joue, genre de choses-là. Vous pouvez voir qu'on a fini notre mission, donc on a mis 10 minutes et 49 secondes. On a gagné 1900 zéniths en haut à droite. On a les points, je sais pas ce que c'est, on verra plus tard. C'était une étoile le niveau de la difficulté, c'était pas très élevé. Donc là, vous avez la récompense. Donc ça, c'est ce qu'on vous donne pour avoir fini votre mission. Donc on nous donne des écailles de Jagras, des griffes, des os, des sphères armures. Donc tout ça, c'est tous des équipements, des éléments qui vont pouvoir soit nous permettre de confectionner des armes, soit des armures, soit des échanges en ville, ou booster nos armures avec les sphères armures. Vous pouvez vendre tous les objets, ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Soit tout prendre. Nous, on va tout prendre, on est au début du jeu, on n'a pas besoin d'argent. Et là, Palico, du coup, c'est notre chat. Qu'est-ce que lui a récolté? Est-ce que lui a aussi des équipements qu'on va pouvoir lui confectionner, des armures qu'on va pouvoir lui confectionner, et il a un comportement unique et il peut récolter des objets aussi. Donc là, il a récolté du miel et des herbes, très bien. Et bien écoutez, on prend tout. Hop, super. Donc là, vous voyez qu'on a gagné 720 zéniths en plus, c'est la prime. Donc on n'est pas mort. En gros, quand vous mourrez, vous allez, vous voyez, il y a écrit prime, évanouissement, chasseur. Quand vous mourrez, vous allez du coup réduire la prime de la mission, gagner moins d'argent et ainsi de suite. On a du coup notre niveau de Palico, donc là c'est ce que je vois, c'est le niveau des chats. Maintenant ils ont un niveau d'expérience, ils vont sûrement prendre des capacités supplémentaires et ainsi de suite pour nous adapter à toutes les situations. Du coup, vu qu'on n'est pas mort, on a toute la prime. Allez, super. Bah écoutez, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de l'épisode numéro 1. L'épisode numéro 2, nous allons continuer l'histoire, faire une chasse, un épisode, je pense. Il y aura peut-être beaucoup d'épisodes. Je ferai peut-être que des épisodes sur les monstres principaux. Nous verrons selon l'avancée du jeu. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai dans la vidéo. Et ainsi de suite, avoir une interaction entre vous et moi. Bonne journée, au revoir.